Monsieur le Président, chers collègues, je ne peux également débuter mon propos sans consacrer mes premiers mots à la guerre en Ukraine. Nous sommes ici dans une assemblée politique et la gravité de ce qui se déroule actuellement à quelques milliers de kilomètres de la France occupe l'esprit de chacune et chacun d'entre nous. Cette crise fait entrer notre continent dans un moment de basculement et les prochaines semaines nous diront si c'est aussi un engrenage. Mais il est également tout de suite, en tout cas, important d'analyser et de bien comprendre que les enjeux sont interdépendants et qu'il existe un dénominateur commun entre les choix politiques que nous faisons ici et ce qui se passe en Ukraine. L'invasion russe en Ukraine s'explique bien sûr par de multiples raisons, mais cette agression contre un pays souverain est aussi l'expression d'un rapport de force fondé sur la possession des ressources, qu'elles soient par exemple énergétiques ou encore agricoles. En effet, la Russie a déclenché l'impensable, pour reprendre vos mots, Monsieur le Président, car le régime autoritaire à sa tête se sait incontournable, en raison notamment des immenses ressources de pétrole et surtout de gaz sur lesquelles il est assis, réserve d'hydrocarbures que le réchauffement climatique devrait par ailleurs accroître en ouvrant de nouvelles zones de prospection suite à la fonte progressive de la banquise. La même perspective vaut pour la production agricole, car là aussi le réchauffement climatique va probablement mettre la Russie en position de force et donc percuter fortement les équilibres géopolitiques. Les modélisations montrent en effet que dans les prochaines décennies, la Russie pourrait doubler sa superficie cultivable en raison de la fonte du permafrost. Et la guerre en Ukraine jette une lumière crue sur la manière dont l'Europe et la France en premier lieu ont bâti les conditions de leur dépendance envers un certain nombre de pays et par conséquent à l'égard de régimes autocratiques et autoritaires. Refuser par exemple obstinément une vraie politique d'économie d'énergie ou de déploiement des énergies renouvelables nous place aujourd'hui dans les mains, nous les Européens, du gaz russe. Notre addiction aux énergies fossiles, en plus de nourrir l'emballement climatique, finance la guerre qui nous menace. Nos pays européens paient chaque jour 800 millions d'euros, sonnant et trébuchant, à la Russie pour se fournir en énergie fossile. Une rente qui finance les crimes de guerre de Poutine au moment où l'Europe cherche à l'étrangler financièrement. Autre exemple, mais même mécanique à l'œuvre, avoir fait le choix non pas de la souveraineté alimentaire, mais d'une agriculture industrielle, hyper spécialisée, tournée vers l'exportation, nous rend aujourd'hui vulnérables alors même que nous sommes le premier pays agricole européen. Avoir fait le choix politique d'un modèle agricole chimique et industriel, sous perfusion des engrais azotés de synthèse, fabriqués, rappelons-le, à partir de gaz fossiles, participe aujourd'hui à nous placer en situation de grande faiblesse. Toutes celles et tous ceux qui, jusqu'à récemment, répétaient à qui voulait l'entendre que le modèle agricole français, fondé essentiellement sur l'agriculture intensive, chimique et industrielle, était une force pour notre pays, cela nous a mis dans l'impasse. La transition écologique de notre modèle agricole, de notre système énergétique, de nos modes de production, n'est pas seulement un impératif pour préserver l'habitabilité de notre planète. C'est aussi une pierre indispensable à l'édifice de la paix. La tragédie qui frappe l'Ukraine nous fait presque oublier, par ailleurs, la crise sanitaire et la pandémie mondiale qui frappent l'humanité depuis 2 ans. Sur ce sujet également, les scientifiques et les experts nous alertent sans détour. Le changement dans la manière dont nous utilisons les terres, la destruction des écosystèmes naturels, l'intensification de l'agriculture ou encore la production de biens non durables ont pour conséquence de créer les conditions d'apparition de zoonoses, ces infections transmises à l'homme par les animaux. La communauté scientifique ainsi que l'OMS sont catégoriques. Si nous ne bifurquons pas, nous allons entrer dans l'ère des pandémies. Et une nouvelle fois, la transition écologique est étroitement liée à ce que nous avons de plus précieux, notre santé. Et pour participer à dévier le cours des choses, être à la hauteur au niveau qui est le nôtre en Nouvelle-Aquitaine, nous devons aller plus loin, faire preuve de méthode et assumer plus d'ambition. Cela nécessite aussi du courage, celui d'assumer que dorénavant, pas un euro d'argent public régional ne participera à financer des projets, des productions ou le développement de filières qui alimentent et nourrissent un modèle qui nous précipite vers un monde dont personne ne veut. Chaque euro d'argent public doit être conditionné à une ambition maximale envers l'équilibre climatique, la préservation du vivant et le respect des droits humains. Dernier exemple en date. Un consortium de journalistes d'investigation vient de dévoiler il y a quelques jours une enquête relayée par les grands médias français qui nous apprend que les chars et les avions russes qui pilonnent la population ukrainienne sont équipés de systèmes de navigation et de détecteurs infrarouges fournis par les groupes Thales et Safran. Le fait que le Conseil régional accorde des sommes très importantes, sans aucune conditionnalité, à ces 2 grands groupes ne mérite-t-il pas au moins un débat, un profond questionnement de notre Assemblée régionale sur les contreparties que nous attendons en retour d'un soutien public. Je pourrais également évoquer le cas de Total Energy, qui poursuit ses activités en Russie, alors que les autres géants d'énergie fossile, comme BP, Equinor, Shell ou encore
ExxonMobil, ont décidé de cesser totalement leur activité en Russie suite à l'invasion de l'Ukraine. La décision de Total Energy de rester en Russie est d'une indignité absolue. Savoir que l'une des dernières majors du pétrole qui accepte de collaborer avec Poutine est une multinationale française, c'est une honte pour notre pays. Certes, Total Energy est une entreprise 100% privée et peut encore légalement faire ce choix. Mais à ce stade, ce n'est pas un problème juridique. C'est une faute morale. Même Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a déclaré sans détour qu'il y avait, je cite, « un problème de principe à travailler avec toute personnalité politique ou économique proche du pouvoir russe ». Notre région, plus grande région française, qui a par ailleurs un passé très particulier avec Total Energy, anciennement Elf Aquitaine, n'aurait-elle rien à dire sur ce sujet ? Nous pourrions donc continuer à nous indigner du massacre de la population ukrainienne, tout en continuant à collaborer financièrement et techniquement avec Total Energy et ses filiales, sans jamais poser la moindre condition. Est-ce vraiment ce que nous souhaitons ? Je garde en mémoire les mots du ministre ukrainien des Affaires étrangères, qui disait avec force devant les médias du monde entier que le pétrole et le gaz russe ont l'odeur du sang ukrainien. Dans ces moments graves, oui, il faut avoir de la mémoire, se souvenir des ressorts des totalitarismes qu'on voit ressurgir et les horreurs qu'ils peuvent engendrer. Notre motion sur le camp nazi de Bugloz va dans ce sens. Il est essentiel de prendre la mesure du passé et de ce qu'il nous enseigne. Rappelons-nous aussi comment certaines multinationales ont prospéré honteusement sur les guerres. C'est donc bel et bien un cas de conscience de faire notre part pour rappeler à une multinationale française très présente dans notre région que participer à enrichir Poutine et donc financer le retour de la guerre en Europe est une faute morale et historique. Il me paraît essentiel que notre région participe à son niveau à la pression mise sur Total et ses filiales pour que cet industriel français cesse toute collaboration avec la Russie de Poutine. Nous devons signifier à Total Energy que les partenariats avec la région Nouvelle-Aquitaine seront suspendus tant que la décision de se retirer de Russie ne sera pas prise. C'est le sens de la motion que nous avons déposée et je souhaite sincèrement qu'elle trouve un large écho dans cette Assemblée. Et Monsieur le Président, à l'occasion de la plénière d'installation de ce nouveau mandat, je m'étais adressé à vous en vous rappelant que ce mandat était celui de la dernière chance. Un mandat qui s'achèvera à la fin de ce que les scientifiques appellent la décennie critique et dont les menaces sont une nouvelle fois explicitement rappelées dans le dernier et très récent rapport du GIEC. Ce mandat ne ressemblera pas au précédent, car la réalité des événements vont toutes et tous nous rattraper, et c'est malheureusement déjà le cas. Le péril climatique, l'effondrement du vivant, l'émergence de pandémies, le retour de la guerre sur notre continent, le creusement des inégalités et la montée des nationalismes sont devenus des réalités. Ces mosaïques de crise sont en train de se conjuguer et nous font basculer dans des temps incertains. La situation est inédite et les réponses politiques doivent l'être également. Ce mandat régional ne peut et ne doit pas être une simple continuité. La lecture du contrat de plan État-région, qui est à l'ordre du jour de la plénière, est à ce titre inquiétant. Nous y reviendrons tout à l'heure en détail au moment du débat sur le CPER, mais le verbiage et le bavardage de ce document ne suffit pas à masquer l'absolue imprécision sur les financements, le calendrier et les projets détaillés prévus pour notre région, alors même que ça devrait être le cœur d'un contrat de plan. L'absence du volet mobilité ne fait que renforcer le manque de consistance de ce document. La problématique de ce plan, qui devrait proposer une vision stratégique, est à chercher dès l'origine, dans sa méthode d'élaboration. Comme le Césaire le souligne avec justesse, le CPER doit, s'il veut atteindre ses objectifs, être plus participatif, construit de manière plus démocratique et favoriser la concertation avec la société civile. La verticalité avec laquelle ce contrat de plan a été élaboré ne peut qu'engendrer un document technique sans aucune orientation stratégique. Notons à ce sujet que même le Césaire n'a eu aucun retour suite à son avis formulé sur le document cadre à l'été 2021. Dans son avis, le Césaire s'exprime aussi sur l'agriculture et note, je cite, que les moyens ciblés sur l'innovation technologique sont symptomatiques du décalage entre les problématiques passées et les enjeux futurs. Et les membres du Césaire ajoutent que la refondation qui est devant nous dépend beaucoup plus essentiellement de choix politiques que d'innovation technologique. Encore une fois, et ce CPER en est une nouvelle illustration, le temps est venu de faire autrement, de sortir des habitudes installées depuis des décennies. La pandémie, les catastrophes climatiques et maintenant la guerre avec toutes ces horreurs et les conséquences sur la vie des femmes et des hommes, que faut-il de plus, Monsieur le Président, pour décider de changer de méthode et de logiciel ? Merci pour votre attention. Merci.